Je suis avec des tuyaux, oxygène, perf, etc. Et là, vraiment, je me pose la question si je ne suis pas en train de vivre les dernières heures de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Et là, je n'ai pas pris des décisions. La seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Et j'ai besoin de quelque chose pour structurer ma réflexion. Je me suis retrouvé directeur général à 29 ans, plus jeune directeur général du groupe. Cette force vient d'une vulnérabilité. C'est-à-dire que dès que je sens que je ne suis pas aligné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, je me sens mal et ça se voit. Je dis ok, très bien, et alors tu vas aller comme ça jusqu'où? Et là, il y a un grand blanc. Je dis non mais jusqu'où tu vas aller? Comment on fait? Comme ça. Pour synchro. Salut Laurent. Salut Oscar, tu vas bien? Super, et toi? Ouais. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur Signum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour te rappeler un peu le concept, le but de Signum, en fait, est d'avoir des invités qui viennent d'horizons diverses et de comprendre, en fait, à un moment de leur carrière, pourquoi ils ont complètement changé de direction. Donc, tu es client parfait, nos auditeurs le verront au fil du podcast. Si ça te convient, je compte diviser le podcast en 3 parties. Okay. Tout d'abord, ton parcours corpo. Tu as gravi les échelons assez vite. On va parler de ta quête de sens pendant ce parcours. Puis le choc, ce qui t'est arrivé en 2021. Quel impact ça a eu sur toi? Et la 3e partie, qui est la métamorphose. Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, d'abord, pour commencer, tu as commencé ta carrière chez Accor. Tu as gravi les échelons très vite. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir rentrer dans cette machine du monde de l'entreprise? Alors, absolument pas un choix ou une mûre réflexion qui m'a fait aboutir chez Accor. Tout simplement, j'ai fait une école de commerce. Ouais. À la fin de l'école, pendant l'école de commerce, j'ai fait des stages. Mon premier stage était chez Accor et puis mon 2e stage. Et ensuite, j'ai fait mon service militaire. J'ai postulé après mon service militaire. Ils m'ont tout de suite pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de scientifique, de méthodique. C'est absolument la chance. Ok. Donc voilà. Et tu as grandi très vite. Tu as commencé comme analyste. Alors en fait, j'ai commencé comme auditeur interne. Auditeur interne. Alors c'est super parce que tu sors d'école, tu sors de l'armée. Ouais. T'as pas beaucoup vu le monde. Et puis là, on te dit en fait, tu vas partir dans tous les endroits du monde, aux 4 coins du monde, pour faire des audits internes. Donc, je ne sais pas trop ce que c'était. C'est une espèce de contrôle interne pour vérifier que les procédures sont bien en place. Et donc, on m'a envoyé partout dans le monde, dans les hôtels et puis toutes les activités du groupe Accor. Donc, bien sûr, quand tu es jeune comme ça, tout frais payé, tu voyages partout. C'est top, quoi. Et donc, après, tu es allé en Hongrie? Alors, justement, après, donc ça, j'ai fait pendant 3 ans. Ouais. Et ensuite, alors l'avantage de ça, c'est qu'en interne, dans un groupe comme Accor, en fait, tu connais tout le monde, puisque tu vas dans tous les pays, tu rencontres, généralement, quand tu fais des réunions, c'est avec les boss des différentes filiales. Et puis là, j'ai fait à un moment donné un audit dans une filiale de Accor qui est Ticket Restaurant, parce que Ticket Restaurant appartenait aussi à Accor à l'époque, en Hongrie. Et il se trouve que je parle hongrois, parce que ma mère est hongroise, et donc je parlais un petit peu la langue à l'époque. Et donc là, quand je rencontre la personne qui s'occupe de la Hongrie, notamment le directeur de zone, en fait, c'était pas commun d'avoir quelqu'un, en tout cas à cette époque, qui parle hongrois et qui est dans le business. Et du coup, au bout de 3 ans d'audit interne, on m'a proposé d'être directeur financier, donc à 28 ans, directeur financier de la filiale Ticket Restaurant Hongrie. Et donc c'est là où je suis parti, mon première expatriation, où je suis parti en Hongrie. Et comment, en fait, comment tu as vu cette promotion? Est-ce que d'abord, c'était quelque chose qui était tu vois, naturel, comme tu le disais tout à l'heure, tu t'es pas posé beaucoup de questions? Ou alors, tu as vraiment eu ce goût de la cage dorée du monde de l'entreprise qui t'a fait dire, OK, je vais gravir tous ces échelons? Ah non, mais moi, alors vraiment, déjà, moi, voilà, jeune auditeur, 3 ans, j'ai un peu d'expérience, je comprends ce qu'est le monde professionnel. Et ensuite, on te propose un poste de directeur financier dans une filiale, je veux dire, je réfléchis même pas. En plus, c'est la Hongrie. Je parle la langue, j'ai un peu de famille là-bas. D'accord. Donc, pour moi, je dis oui tout de suite. Et puis, je suis surexcité, quoi. C'est-à-dire, directeur financier, tu t'imagines, à 28 ans, c'est quand même dingue. Et donc, non, aucun calcul, rien. C'est vraiment le tapis rouge. C'est vraiment le tapis rouge. Enfin, pas d'instinct, parce que on te propose, tu dis oui, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, les choses avancent toutes seules. Alors, c'est une chance. Et d'ailleurs, cette chance, elle est aussi provoquée, dans mon cas en tout cas,
sur le fait que je parlais une langue rare. Et c'est pour ça qu'à mes enfants, qui parlent aussi le hongrois, mais aussi l'espagnol, l'anglais pour tous les voyages et tous les pays où on a vécu, je leur dis, ne négligez pas les langues, parce que parler, alors maintenant il y a plus de gens qui parlent plus de langues qu'à mon époque, mais surtout parler une langue rare, là c'était intéressant. Pour un groupe comme Accor, on n'était pas beaucoup, et tout de suite, c'était ma singularité, et c'est ce qui a fait que j'ai été repéré. Voilà. Donc après, tu es allé au Venezuela, tu es allé dans plein de pays différents. Oui, alors avant ça, donc, au bout d'un an, on me propose de prendre la direction générale de la filiale Ticket Restaurant. Donc, parce qu'en fait, le directeur général a été envoyé en Pologne pour faire une acquisition, et, parce qu'il parlait polonais. Et donc, je me suis retrouvé directeur général à 29 ans, plus jeune directeur général du groupe. Et là, j'ai découvert ce métier qui est le management, la direction générale. Alors au début, j'étais vraiment très impressionné parce que quand tu es jeune comme ça, tu n'as quasiment pas d'expérience. Mais j'ai eu un très bon mentor, Jean-Marc Loustalet, qui était mon boss à l'époque. Et il m'a vraiment appris tous les rouages du métier. Voilà. Et ensuite, il est parti, il a pris la direction de l'Amérique du Sud. Et il avait une filiale dans laquelle il voulait me faire intervenir, le Venezuela, qui à l'époque était la deuxième plus grosse filiale du groupe en termes de résultats, de contribution. Et donc, il voulait là-bas construire quelque chose de différent, de faire du renouveau. Et donc, il m'a proposé, alors je parlais espagnol au niveau scolaire, hein, mais il m'a proposé d'aller là-bas et j'ai dit oui. Donc, encore une fois, voilà, je parlais hongrois, on m'envoie en Hongrie, je parle espagnol et j'ai de l'expérience de management, je suis jeune, je me débrouille pas mal, on m'envoie au Venezuela. Et après, c'est ce même boss qui prend la direction de l'Europe et qui du coup organise l'Europe en plusieurs plaques, dont l'Europe du Sud, Afrique, Moyen-Orient. Et donc, il a besoin d'un directeur général pour couvrir toute cette zone. Et donc là, il me rappelle du Venezuela pour venir m'occuper de ça. Donc encore une fois, vraiment une carrière. Alors on ne peut pas en tirer de leçon, si ce n'est que quand on vous propose des choses et que ça marche bien et que vous construisez une réputation à l'intérieur d'une société, si les choses se passent bien, on va vous proposer des choses. Et quelque part, moi, j'ai toujours eu la chance de ne pas chercher, mais de répondre à des appels. Voilà. Et comment, parce que tu as été dans des pays qui n'ont rien à voir, comment tu as gardé ton identité, ta boussole face à ces défis qui ne se ressemblent pas du tout, en fait? Et aussi parce que tu as géré des gens qui n'ont pas du tout le même profil, ni le même parcours, ni la même culture. Alors, ça va être un peu bizarre ce que je dis, et puis un peu peut-être banal, mais être moi-même. Ok. Alors, c'était facile pour moi d'être moi-même au Venezuela parce que je suis plutôt latino dans ta manière de vivre. Alors moi, je suis né à Nice, donc je suis méditerranéen, donc je me suis senti comme un poisson dans l'eau. En Hongrie, forcément, j'avais la double culture, donc ça allait. Je me retrouve en Espagne, Europe du Sud, Afrique, Moyen-Orient. Bon, je suis basé à Barcelone, donc ça se passe plutôt bien. Là où les choses ont changé, c'est quand on m'a envoyé ensuite, après Barcelone, on m'a envoyé à Singapour. Oui. Et là, je me suis dit, l'Asie, alors vraiment un territoire que je n'avais jamais vu. Et je savais que c'était une culture qui était très différente. Et donc, je demande à mon boss de me préparer à cette mission. Donc là, c'était pour prendre la direction de l'Asie pour le groupe. Parce qu'entre-temps, Accor s'est séparé et Edenred est devenu un groupe à part entière, coté en bourse, etc. Avant de rentrer au CAC plus tard. Et donc là, j'ai dit à mon boss, là, il faut que je me prépare parce que je sens que culturellement, il va y avoir un gros choc. Et là, il me dit, en fait, je te propose de faire une formation interculturelle. C'est-à-dire, en gros, comment te préparer pour être en fit avec la culture asiatique. Et là, je me rappellerai toute ma vie parce que je vais faire donc ces 3 jours avec 2 personnes. Il y en avait un qui était française, l'autre qui était asiatique. Et donc, ils m'ont expliqué un petit peu en quoi consistait l'Asie, quels étaient les codes selon les pays, parce que je ne m'occupais pas d'un pays, mais de plusieurs pays. Bien sûr. Et à chaque fois, on faisait des petits jeux de rôle pour voir comment... Et à chaque fois, je me plantais complètement. C'est-à-dire que je faisais l'inverse de ce qu'il faudrait faire normalement dans ce pays-là. Et là, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit, là, je pense que ça ne va pas le faire parce que si j'ai pas les codes et je vois que mes codes naturels, en fait, sont très différents et ça risque de mal passer. Et il m'a rassuré, il m'a dit, écoute, non, c'est une boîte française, on envoie un patron français, tu vas apprendre sur le tas et c'est aussi aux gens à s'adapter. Voilà. Et donc, je suis allé avec l'esprit en faisant attention avec ce que j'avais appris, mais en étant moi-même. Et finalement, n'importe où on est dans le monde, à partir du moment où on aime les gens, on a envie de les faire progresser, on a envie de travailler ensemble, ça se passe bien. Et les gens
comprennent et savent qu'on vient d'un monde différent. Et ça s'est bien passé. Donc. Le fil conducteur de tout ton début de carrière, c'est quand même l'honnêteté. Tu as réussi à être honnête avec les autres, avec toi-même. Comment, par exemple, dans une situation comme celle-là, où tu dois dire à ton boss, écoute, je sens que ça ne va pas le faire, comment tu trouves la force de montrer tes failles ? C'est qu'en fait, moi, cette force vient d'une vulnérabilité. C'est-à-dire que dès que je sens que je ne suis pas aligné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, je me sens mal et ça se voit. En fait, je ne suis pas du tout poker face. Moi, on peut lire... on est un peu pareil là-dessus. Voilà. Et donc, si tu veux, à partir du moment où je ressens quelque chose et que j'essaye de le cacher, je ne vais pas être bien, ça va se voir et donc il va avoir... Voilà. Et donc, je me dis, OK, je me sens pas de faire ça, je me sens pas de dire ça, je me sens pas à la hauteur. Je le dis et en fait... on pourrait croire, et souvent dans les entreprises, on se dit, si on dit ça, il ne faut surtout pas le dire, parce que dans ce cas, ça va nous porter préjudice. Si j'ai des équipes, alors les équipes, il faut faire attention, parce qu'on a quand même la figure d'un leader, mais ceci dit, plutôt que de dire, je suis un cador, etc., et puis quand à l'intérieur, on est tout fragile. Donc ça, il faut vraiment bien mixer, tu vois, et moi, j'ai toujours voulu... leur dire, oui, ça, c'est... Enfin, en tout cas, à mon boss, et puis après à mes équipes, je leur dis, ouais, là, ça, c'est une difficulté. Là, je vous avoue, ça va être compliqué et je pense qu'il faut vraiment qu'on y travaille parce que moi, je ne suis pas complètement à l'aise et donc il va falloir qu'on s'aide pour ça. Et ça, tout de suite, alors tu pourrais croire certains, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent, mais non, un boss, il ne peut pas faire ça. Un boss, il doit vraiment rassurer de ça. Oui, mais bizarrement, de façon intéressante, quand j'ai eu cette posture-là, les gens m'ont dit, toi, on sent que tu parles vrai. Parce que justement, on n'a pas trop l'habitude d'entendre d'un boss. Alors, je n'allais pas pleurer sur n'importe quel truc et je n'ouvrais pas non plus tout, mais quand même, je partageais certains de ces points-là. Et quelque part, ça te rend humain et donc les gens ont envie de te suivre. Et un leader, c'est quoi ? C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, voilà, plutôt qu'un petit chef qui donne des ordres. Donc, oui, c'est un peu plus fin que ce qu'on pourrait croire. En fait, tu donnes l'impression de jouer carte sur table, mais t'en gardes quand même en réserve au cas où, parce que tu ne peux pas non plus t'exposer entièrement... Après, ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Bien sûr. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que ça soit suffisamment vrai, mais il faut que ce soit aussi bénéfique pour la relation ou par rapport à ce que je dois faire dans mon rôle. Et donc là, il n'y a pas de livre recette. C'est vraiment au feeling, sur le moment présent, où tu captes les signaux, les fameux signaux. Les signaux faibles et forts, et tu fais avec. Et donc ça, c'est l'expérience, c'est ta nature humaine, c'est comment tu as été éduqué, c'est un peu tout ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de recette. De recette magique. Non. Ouais. Et donc, tu es allé à Singapour avec le groupe Accor, c'est ça ? Alors, le groupe Accor, en fait, c'est séparé en deux, avec un côté Accor et Edenred. Ça, c'est quand j'étais à Barcelone. D'accord. Et donc, quand j'ai été envoyé à Singapour pour m'occuper de l'Asie, c'était déjà le groupe Edenred. Oui. Ok. Et donc, l'Asie t'a beaucoup plu, finalement. C'est très Je suis resté 8 ans. C'était ma plus longue expatriation. Ouais. Et tu es resté 8 ans. Tu as découvert des codes qui étaient assez loin des tiens. Et suite à ça, tu as décidé de rentrer en Europe. Alors oui, la date était prévue depuis longtemps, 2020. Ouais. Alors c'est une date, à l'époque où je l'avais choisie, ça faisait plusieurs années, donc aucune idée qu'il allait avoir la pandémie. Mais tout simplement parce que j'ai passé 22 ans d'expatriation. Ouais. J'ai eu des filles pendant 2 qui sont nées à Budapest, une qui est née à Caracas. Les 3 ont grandi et en 2020, il se trouve que ma fille numéro 2 rentrait en Europe pour suivre ma fille numéro 1, donc Marina. Ouais. Et donc Julie est rentrée en Europe pour faire ses études supérieures. Donc il nous en restait une, Émilie, à Singapour, qui rentrait en seconde. Et là, je me suis dit, c'est pas mal de se rapprocher un peu, de faire du rapprochement familial. Donc on va rentrer. Ma dernière va commencer son cycle lycée. C'est pas mal de faire le lycée dans le même endroit. Et puis comme ça, on va être tous rapprochés. Et puis aussi, être plus proche des parents, parce que quand on part pendant 22 ans, on voit mes parents et les parents de ma femme une fois par an. Ils vieillissent, donc on a envie un peu de passer du temps avec sa famille proche. Et de tout ce que tu racontes, ta boussole est très humaine, les valeurs humaines sont au centre de toute ta construction personnelle et même professionnelle, dans des groupes qui sont normalement connus pour broyer. Mais malgré ça, tu as réussi à trouver ton Ikigai, on en reviendra plus tard, ou du moins tu pensais avoir trouvé ton Ikigai pendant toute cette période, avant qu'un événement, un signal très fort arrive. Je te laisse en parler. Alors, le retour, puisque justement, ce dont tu parles là, donc on est en 2020, je décide donc de rentrer en France, au siège. Et donc, quand on rentre en France et qu'on impose quelque part à son employeur la date et le lieu, pas forcément sur le job. Ça, c'est toujours... d'ailleurs, c'est un bon message que je retiens toujours de mon boss de l'époque. Il me disait, en fait,
quand tu prends un job, il y a 3 facteurs. Il y a l'endroit, le job et le timing. Et il dit, généralement, tu ne peux pas imposer les 3. Ouais. Donc, si tu imposes le timing, peut-être qu'il faut être souple sur le lieu ou sur le job. Si tu imposes le job, il faut être souple sur le timing, il faut savoir attendre. Ouais. Enfin, bref, quand tu vois ces 3-là, c'est très rare, en fait, quand tu arrives à avoir les 3. Et là, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai imposé à la fois le lieu et le temps. Et donc, il m'a clairement fait comprendre que le timing, on ne pourra pas... on donnera ce qui est disponible. Alors, j'ai eu un job fonctionnel, ce qui pour moi était nouveau, c'est-à-dire j'étais au siège du groupe et plus dans les opérations, à développer des produits, des équipes, Bien etc. sûr, t'es rentré dans la théorie. Donc, je suis rentré. Alors, la théorie, non, mais on va dire que c'est un boulot fonctionnel. Et donc, j'avais plusieurs responsabilités, dont, entre autres, la RSE. Et donc, on peut se dire, la RSE, c'est très noble. Et donc, c'est vrai que c'est un beau job qui est vraiment utile. C'était un job important. Et pourtant, rapidement, je me suis senti à l'étroit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe 22 ans d'expatriation aux 4 coins du monde, du coup, je me retrouve, alors en plus pendant la pandémie, je me retrouve au bureau, parce que j'ai toujours été au bureau même s'il y avait la pandémie, et je me retrouve je me sens à l'étroit, que ce soit géographiquement, je ne voyage plus, que ce soit physiquement, je suis dans mon bureau un peu isolé, socialement, j'ai plus ces interactions avec tous ces gens, tous ces surtout cultures, pour quelqu'un de très humain comme toi, ça a dû être un bouleversement énorme. Ça a fait du changement, et puis un boulot qui était plus trop justement dans le management, dans le développement, dans l'opération, mais plus du travail de gestion de projet, analyse, et voilà, donc un boulot plutôt au siège. Et là, rapidement, j'ai senti que ça allait pas. Puis j'ai commencé à avoir un peu des signaux psychologiques et physiques que quelque chose n'allait pas. On le sent, hein, quand on n'est pas aligné, on le sent. Et puis, en fait, avant de commencer à réfléchir, qu'est-ce que je fais avec tout ça, il se trouve que, comme on est en pleine pandémie, je finis par attraper le Covid, ou c'est plutôt le Covid qui m'attrape, tellement bien qu'il ne me lâche pas. Et au bout de une semaine à 40 de fièvre, mon médecin me dit là, il faut faire des tests. Je fais radio, labo, et en fait, les tests montrent que 50% de mes poumons sont hors service et il faut partir d'urgence à l'hôpital. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à l'hôpital Pompidou à Paris. Et je suis avec des tuyaux, oxygène, perf, etc. Et là, vraiment, je me pose la question si je ne suis pas en train de vivre les dernières heures de ma vie. Parce qu'à cette époque, ça arrivait souvent avec des gens en plus de mon âge, même plus jeunes, mais c'était fréquent. Donc là, j'ai vraiment flippé. Et là, tu te dis, c'est peut-être la fin. Et est-ce que c'était ta première rencontre avec la mort, la voir de cette manière-là? Alors, j'ai un frère qui avait 10 ans de plus que moi et qui est décédé à 54 ans, qui est à peu près l'âge que j'avais quand j'étais sur ce lit d'hôpital. Donc, oui, en plus ça a rajouté, bien sûr, au fait de dire, en fait, c'est possible de perdre la vie comme ça. Et donc là, j'ai une question qui m'est venue, c'est, OK, si ça s'arrête maintenant, qu'est-ce que j'aurais à regretter? Et là, tu as eu le temps de réfléchir sur ton lit d'hôpital. Et là, tu es sur le lit d'hôpital, tu as le temps. Donc, j'ai commencé à faire une liste. Et la liste était longue. Et puis, quand je regarde cette liste, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir réaliser tout ça? Et en fait, la réponse, c'est une seule chose, le temps. Donc, c'est là où est venu Monsieur Temps, où Monsieur Temps a commencé à naître. Le temps est vraiment rentré dans ma vie à ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte, si tu veux, que le temps est une ressource, ça paraît évident. On est jeune, on a du temps, on ne se rend pas compte que le temps est fini. Mais quand on commence à réfléchir sur ce qu'est la ressource temps, là, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de spécial. Et je le montre dans mes conférences quand je fais une animation là-dessus. Et il y a même une animation en ligne, si ça t'intéresse, je pourrais le partager pour tes auditeurs. Mais c'est en fait de voir que le temps, plus on vieillit, donc plus on avance en âge, moins il en reste. Et en plus, il accélère. Pourquoi? Parce que le temps que je suis en train de vivre maintenant, moi, cette heure que je vis là, proportionnellement, plus j'avance dans l'âge, plus elle est faible par rapport à tout le temps que j'ai vécu. Et ce temps-là que je suis en train de vivre, proportionnellement, il est de plus en plus important par rapport au temps qui me reste à vivre. Et donc, finalement, le temps accélère. Et quand on a la double prise de conscience que le temps accélère et qu'en plus, il est fini, là, on se dit, j'ai une ressource temps qui me reste, qui est très limitée, et qui s'épuise de plus en plus vite. Et là, il y a une espèce... Alors, ça peut être anxiogène, mais quelque part, c'est comme ça. Et voilà, ça peut s'arrêter à tout moment. Et là, tu te dis, le temps est une ressource dont on a besoin pour faire n'importe quoi. Avant même l'argent, en fait, ce que tu as besoin, c'est de temps de vie, puisque quand il n'y en a plus, tu es mort. Et en fait, tu t'aperçois que cette ressource devient de plus en plus précieuse.
Et comme tu ne peux pas gérer cette ressource, pourquoi? Parce que gérer une ressource comme l'argent, c'est acheter, vendre, prêter, emprunter, stocker, épargner, etc. Le temps, tu ne peux pas. Il s'écoule et il n'y a rien à faire. Donc tout ce que tu peux faire, c'est l'utiliser. Et donc la question, c'est le temps qui me reste, je vais l'utiliser pour faire quoi? Et quand d'un côté, tu as la prise de conscience du temps qui te reste et que ça accélère et qu'il n'en reste pas beaucoup et que c'est précieux, et de l'autre côté, tu as une liste, et cette liste, tu te vois que tu as besoin de temps, à un moment donné, tu mets les deux. Et là, je me suis dit, OK, si je veux faire ça avant de mourir, pour vivre une belle vie et me dire sur mon lit de mort, j'ai vécu une belle vie, je ne veux pas avoir de regrets et je veux prendre le temps de faire toutes ces choses. D'accord. Voilà. Et donc, face à ça, sur ton lit d'hôpital, tu es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis resté une petite semaine. Est-ce que ça a été vraiment le déclic ou justement il t'a fallu du temps pour structurer cette réflexion? Écoute, là, je ne peux pas trop te dire comment ça s'est passé. En tout cas, assez rapidement, avec cette prise de conscience-là, je me suis dit, non, là, il faut que... Voilà, parce que j'avais à la fois... Je sentais que j'avais un job et je venais de le prendre il n'y a pas longtemps. Hein, et je sentais que j'allais retourner au job et que, de nouveau, j'allais avoir ce sentiment que je ne suis pas à ma place, même si le job est très intéressant, important pour la société, encore une fois. Hein, mais moi, ce n'est pas un costume qui est à ma taille. Et deuxièmement, avec cette prise de conscience et le besoin de temps, là, je me suis dit, il faut que quelque chose se passe. Et donc, j'ai pris une décision pour remédier à ça. Avant de faire tous les mécanismes qui t'ont amené à structurer cette décision, on en parlera plus tard. Est-ce que tu as utilisé des leviers pour, en plus de ce que tu es en train de vivre, pour vraiment le réaliser? Par exemple, est-ce que la littérature, de tout ce que tu me dis, tu te rapproches un peu d'une philosophie assez absurde avec un Camus ou autre? Est-ce que ça a été des béquilles pour toi ou alors tu as fait tout ce chemin seul, entouré des amis que t'aimes ou de tes proches tout simplement? Alors écoute, je me suis pas mal intéressé au développement personnel quand j'étais à Barcelone, donc avant Singapour. Ensuite, à Singapour, on baigne un peu dans la culture asiatique. C'est là où j'ai rencontré le concept de l'ikigai, qui donc était avant l'arrivée en France, qui je crois en France, j'ai regardé, c'est 2018 ou 2019 où ça a vraiment été popularisé. Et donc oui, je baigne un peu dans tout ça, mais je fais pas de séance de psy, je fais pas de coaching de vie, je fais pas de... Non, je lis. Ma bibliothèque est remplie de bouquins de développement personnel, donc je m'intéresse beaucoup à ça. Voilà, mais rien de plus. Et puis, c'est comme ça que j'avance et que je me nourris, en fait. C'est comme ça que oui, en fait, c'était une prise de conscience qui avait déjà commencé bien avant ce qui t'est arrivé. Et donc, c'était l'élément déclencheur d'être coincé au centre Pompidou et de te dire, à l'hôpital Pompidou, pardon, et de te dire, là, il faut que je passe à l'action. Voilà, exactement. Et donc, suite à ça, qu'est-ce que tu as fait? T'as démissionné? Alors non, j'ai pas démissionné parce que en France, il y a la possibilité de faire justement dans ces cas-là quelque chose qui s'appelle une année sabbatique, un congé sabbatique. Et donc, j'étais pas bien sûr de ce que je voulais faire. Parce que aucune possibilité, je voulais écarter aucune possibilité. Et donc, j'ai discuté donc avec mon employeur et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Où tu n'es pas payé pour d'ailleurs, pour nos auditeurs, tu n'es pas payé, mais l'employé est dans l'obligation de te donner un temps d'un an maximum. L'employeur, alors il y a plusieurs conditions et ça bouge tout le temps. Donc à l'époque où j'étais, oui, en fait, dans mon cas, c'était quand tu as tu avais une certaine ancienneté dans le groupe, que tu n'as pas pris de congé sabbatique depuis X années, je ne sais pas combien c'était. En tout cas, moi, je cochais les cases et donc j'ai dit, voilà, j'aimerais faire une pause. Donc voilà, c'est un peu choquant pour un employeur, surtout quand c'est sur un job qui est important, que je viens de prendre il n'y a pas longtemps, etc. Mais là, je leur ai fait comprendre que moi, j'ai vraiment... si je continue dans ce job-là, je vais pas être bien. C'est pas dans l'intérêt ni de l'employeur ni du mien de pas aller bien. Et donc voilà, donc on a travaillé pour trouver le bon timing, parce que au moment la loi aussi prévoit combien l'employeur ne peut pas refuser. Moi, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, mais c'était vraiment de trouver en disant bon, ça fait, j'en suis à 28 ans de carrière, j'ai tourné autour du monde. À chaque fois, j'ai répondu présent. Je suis allé là où on m'a envoyé. Maintenant, là, je sors d'un moment qui est difficile, j'ai envie de prendre un temps pour moi, j'ai besoin de me réaligner. Et donc voilà, finalement, je fais ce congé sabbatique avec effectivement, ce qui est bien en France, c'est qu'il y a la possibilité de décider de revenir et donc l'employeur te reprend à poste équivalent. Donc pas forcément ce poste-là, mais à poste équivalent. Et donc pour moi, c'était la possibilité de faire cette année-là et vraiment de pas... Parce que si tu fais ça sans avoir la certitude que tu peux réintégrer, et en fait, quand tu es soutien de famille, c'est quand même un peu stressant. Alors que là, j'étais vraiment un an dans lequel je disais, OK, c'est une pause, c'est pour moi.
Et au pire des cas, non, parce que je savais pas ce qui m'attendait et je pouvais avoir j'adore cette boîte, hein, toujours. Et donc, dans tous les cas, j'aurais quelque chose et je ne serais pas à la rue sans rien. Et donc, j'ai pas lâché comme ça la corde en disant c'est le vide et puis il y a plus rien derrière et puis je peux me cracher, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et je conseille à tous ceux qui veulent faire cette pause de le faire en réfléchissant et alors, plus on avance en âge, plus c'est vrai, parce que à 25 ans, tu fais une pause, ou à 30 ans, tu fais une pause, tu sais derrière qu'il n'y a pas de problème. Quand tu commences à en avoir 54, 55, etc., pour un senior, c'est quand même plus difficile de trouver quelque chose derrière. Hein. Et de rebondir, bien sûr. Quand tu as commencé cette pause, est-ce que tu avais déjà un plan clair de ce que tu voulais faire pendant cette année, ou alors, justement, tu as enlevé tout ce côté assez structuré pour te retrouver ? Alors, j'avais un plan clair, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'avais une liste, et donc je savais qu'il y a des choses que je voulais faire et qui me prenaient du temps, et donc j'ai dit c'est maintenant qu'il faut les faire, parce qu'après je retourne chez Edenred ou je retourne à une activité professionnelle, j'aurai peut-être moins de temps, et donc il faut que je les fasse. Et donc j'ai sorti un peu ma liste, la bucket list, hein, tout. Et donc j'ai commencé à passer des semaines à me former pour être skipper. J'ai découvert le catamaran quand j'étais en Asie, j'ai adoré ça, et donc j'ai dit je veux apprendre à skipper mon propre bateau, je loue bien sûr, mais pouvoir skipper, être le skipper à bord, seul ou avec des amis ou avec la famille. Non, je ne fais pas de la voile seul. Et ensuite, du coup, j'ai passé aussi du temps en famille, parce que forcément, alors la famille qui était en France, quand moi j'étais à l'étranger, mais aussi la petite famille, que j'ai d'ailleurs amenée en croisière, puisque maintenant je pouvais skipper. Donc on est parti avec des amis et la famille. Ensuite, j'ai traversé l'Atlantique à la voile, donc ça prend du temps. Bien et sûr. Donc là, j'ai découvert quelque chose de fantastique, et c'était un rêve, et j'ai toujours été impressionné par les gens qui traversent l'Atlantique à la voile, donc je l'ai fait. Et puis j'ai rencontré plein de personnes, parce que j'avais le temps et j'avais vraiment besoin de ces échanges de qualité, avec un concept qui est un peu proche de celui que tu fais. C'est-à-dire, moi, j'avais besoin de rencontrer des gens qui sont d'anciens cadres dirigeants, donc ça, c'était vraiment le point commun, et qui avaient, à un moment donné de leur vie, pris une décision qui était soit de s'arrêter de faire une pause, comme j'étais en train de le faire, soit de changer de vie. Et moi, j'ai voulu aller à leur rencontre pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi leur cheminement, surtout qu'est-ce qu'ils ont fait après. Parce que moi, j'étais au milieu du gué, et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Et donc, je voulais explorer, en apprenant des autres, tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été possible, pour moi, pouvoir mûrir ma décision et me dire, à la fin du congé sabbatique, qu'est-ce que moi, je veux faire ? Et donc, j'ai commencé à rencontrer ces gens, et puis il y a plein de copains, des gens, des collègues, amis, familles, qui m'ont dit, mais je veux que tu me racontes ces discussions. On était à l'époque Covid, et donc, c'est des choses qui marquaient, qui intéressaient les gens. Et puis quand tu as le 50e qui te dit tu m'appelles et tu me débriefes de la discussion que tu as eue avec X ou Y, j'ai dit attendez les gars, je vais pas passer mon congé sabbatique au téléphone à débriefer. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de faire un podcast. Plus facile pour rencontrer des gens, parce que les gens, quand tu leur proposes un podcast, la preuve, je suis là et je parle, les gens aiment bien parler d'eux. Et donc ça me permettait de nouer des contacts, et puis ça me permettait de partager sans passer 50 heures avec les 50 personnes qui me demandaient pour pouvoir partager cette conversation inspirante. Donc, cheminement personnel, partage avec les autres, rencontrer des gens. Et donc, tout ça a fait que ça a occupé une partie de mon congé sabbatique. Un an, ça va très vite. Très vite. Donc, je suis sûr qu'entre le moment où tu as pris ton congé sabbatique et la fin, tu as fait un chemin que tu n'avais pas imaginé. C'est même le but de ce voyage. Qu'est-ce que tu as décidé à la fin de cette année ? Alors, déjà, j'avais imaginé certaines choses et d'autres choses que je n'ai pas imaginées. Une chose que je n'avais pas du tout imaginée, ça m'a pris un peu comme ça, parce qu'en cours de route, tu discutes avec des gens, etc. J'ai décidé de faire une retraite Vipassana. Alors, je ne sais pas si tu sais ou si les auditeurs savent ce que c'est. C'est 10 jours dans le silence complet. Donc, je me suis retrouvé donc, entre 50 hommes, 50 femmes. C'est la jauge. Hein, Et là, tu déposes tous tes objets. Téléphone, stylo, livre, cahier, tout. Tu n'as plus aucune distraction pour le cerveau. Et tu fais 11 heures de méditation par jour. Moi, j'en avais jamais fait. Et je voulais faire l'expérience. Il y a un philosophe physicien qui s'appelle Étienne Klein, qui dit que le temps est ce qui se passe quand plus rien ne se passe. Et là, je peux te garantir que quand tu es enfermé 10 jours et que pendant 11 heures par jour, tu fais de la méditation, ou globalement, la méditation, c'est pas très expressif. Hein, tu es là et tu es... Voilà, donc... le temps passe très lentement et il se passe plein de choses. Parce que comme tu n'es plus nourri par des signaux extérieurs, en fait, tout ce qui monte à ton cerveau vient de l'intérieur, puisqu'il n'y a plus rien qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est une expérience, c'est un voyage intérieur. Et là, donc c'était à la fin de mon congé sabbatique, c'était un mois avant le retour à l'entreprise.
Et là, on se pose, en tout cas moi, je me suis posé des questions quasi existentielles. Et la question existentielle que je me suis posée, c'est, ok, prise de conscience que le temps est fini. Je viens de passer un an où j'ai fait des choses incroyables, j'ai fait ma bucket list, je l'ai épuisé, il y a toujours des choses, mais voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Et ça, c'est une question, quand tu te la poses, alors surtout quand tu as un âge plus avancé que quand tu es au tout début, tu as déjà fait plein de choses, tu as des enfants, tu as les parents qui vieillissent, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Et là, j'ai pas pris des décisions. La seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Et j'ai besoin de quelque chose pour structurer ma réflexion. Et c'est là où j'ai ressorti l'ikigai que j'avais découvert en Asie. Et donc, je me suis dit, OK, je vais bosser l'ikigai. Donc, j'ai commencé à acheter tous les bouquins, etc. etc. Et j'ai dit, je vais essayer de me servir de l'ikigai, comme tu l'as dit tout à l'heure, une boussole. Cette boussole, elle me sert à savoir où tu es, donc tu te repères où tu es, et ensuite de savoir vers où je veux aller. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, cet ikigai, pour nos auditeurs, tu peux peut-être le décrire. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a permis de faire? Alors, l'ikigai, juste voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est hyper simple. Donc, c'est japonais. Selon les Japonais, c'est source de bonheur, de longévité, d'épanouissement. C'est ce qui, le matin, nous permet de nous lever et vraiment ce qui donne c'est le moteur interne qui nous permet d'être motivé. Et en fait, il y a 4 dimensions. La première dimension, c'est ce que j'aime faire. D'accord. Par exemple, j'aime faire la cuisine. Deuxième dimension, c'est ce pourquoi je suis doué. Alors, si tu aimes la cuisine et qu'en plus tu es doué, quand tu superposes ces 2 dimensions, ça s'appelle une passion. D'accord. Ok, tu le fais tellement que tu es passionné et donc c'est une passion et tu aimes ça. La troisième dimension, c'est ce pourquoi je suis payé. Et donc généralement, quand tu es payé pour quelque chose, on te paye pour tes compétences. Donc la superposition du cercle, ce pourquoi je suis payé et ce pourquoi je suis doué, ça donne une profession. Si tu as la chance d'avoir une profession en faisant quelque chose que tu aimes, ça devient une profession passion. Et là, on voit que déjà, ça commence à devenir sympa. Et la 4e dimension, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, le monde, c'est le monde avec un grand M. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut être ta famille, tes amis, tes voisins, la communauté, une entreprise, la société, avec un grand S. Ça peut être tout ça. Et donc, la question, c'est, avec mon métier passion, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur au monde ? Et quels sont les besoins de ce monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur et de quelle valeur a besoin? Et ça, il y a le mot valeur qui revient 2 fois. Et à partir du moment où cette valeur que tu vas apporter nourrit les besoins du monde, c'est-à-dire que tu vas avoir ton métier passion aligné avec tes valeurs. Et donc, c'est là où tu as l'ikigai. L'ikigai, c'est quand les 4 dimensions sont superposées. Et donc là, au centre, tu as l'ikigai. Et c'est là, en fait, où quand tu es dans cet état-là, en fait, tu n'as plus vraiment de travail, loisir, tout est mêlé, parce que tu fais ce que tu aimes, tu es doué, tu es payé, et en plus, tu réponds à un besoin du monde, et tu sens que tu es utile au monde. Et donc là, tu es dans ton ikigai. Et donc, cet ikigai, il t'a fallu un moment pour le faire. Est-ce que tu penses que tu avais déjà commencé ce travail en amont de toute ta prise de conscience? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'inné pour toi? Ou alors, tu as été confronté à tes propres contradictions et tu pensais que ce pourquoi tu étais doué n'était pas du tout la vérité? Alors, quand j'ai découvert le concept, comme l'auditeur qui le découvre, tout de suite, dans sa tête, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'aime? Je suis doué pourquoi? Tu le fais rapidement. Là, j'avais envie de le faire vraiment de manière structurée. Et donc, j'ai commencé à regarder sur chacun des 4 cercles, qu'est-ce que je pouvais y mettre à l'intérieur? Ce que j'aime. Normalement, ce que j'aime, si tu veux chercher ton ikigai, tu le trouves dans des moments en fait, où tu as du temps. Et que tu as le choix, la liberté de choisir tes activités. Si je regarde moi quand j'étais jeune, parce que là, quand tu es étudiant, etc., toutes les activités extrascolaires, tu peux les choisir. Quand je regarde ce que j'ai fait du scoutisme, j'ai fait du parapente, j'ai fait de la plongée sous-marine. Et là, donc, ce que je vois, c'est que déjà, il y a des notions de liberté, de grands horizons, de découverte, d'exploration, de voyage, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand je m'offre une année sabbatique, qu'est-ce que je vais faire comme activité? La première chose que je t'ai dite, c'est je vais apprendre à skipper, je vais traverser l'Atlantique à la voile. Et là, c'était pas réfléchi, c'est intuitivement, c'est ça que j'ai envie de faire. De nouveau, j'ai du temps libre, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire, voilà. Alors là, je l'ai fait sous forme de voile, je l'ai pas fait avant, mais c'était une manière de faire ce que j'aime. Ensuite, ce pourquoi je suis doué.
Là, c'est peut-être plus difficile parce que tout le monde a un peu d'humilité, donc c'est difficile de dire ouais, je suis bon en ça ou en ça. Et donc là, ce que j'ai fait, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez structuré, pendant mon congé sabbatique... On retrouve l'ancien dirigeant. Voilà, je me suis dit... Et en plus, moi, j'avais toujours besoin de connexion et d'être connecté à ces gens qui sont importants pour moi, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être un exercice intéressant. Et ce que j'ai fait une liste de 30-35 personnes qui sont dans le cercle familial, amical, des gens de l'entreprise, donc des collaborateurs, des collègues ou même d'anciens boss. Et j'ai fait cette liste et je les ai contactés pour leur dire je termine une année sabbatique, je vais commencer une nouvelle phase de vie, j'ai besoin de ton aide pour m'aider à y voir plus clair dans ce que je pourrais faire. Toujours à la fin de ton congé sabbatique? Toujours à la fin du congé sabbatique, oui. Il s'est passé beaucoup de choses en un mois. Oui, bah, c'était 10 jours, donc si tu veux, oui, bah, c'est ça qui est fou, c'est que quand tu as le temps et que du coup tu bosses plus, etc., bah, ça va très vite. Hein. Oui, bien sûr. Après, ça a peut-être débordé, j'en sais rien, mais bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que ces 30 personnes ont toutes répondu présent. Et donc là, je leur ai posé plusieurs questions, dont une question qui est, dans notre interaction, dans le moment qu'on a passé ensemble, de quoi tu te souviens, des choses que j'ai faites ou que j'ai dites dont tu te souviens encore aujourd'hui qui t'ont marqué? Et ça, quand on me pose cette question, c'est super intéressant parce que moi, plusieurs fois, je me suis rendu compte, quand je rencontrais des collègues avec qui je bossais, qui m'ont dit, tu sais, tu m'as dit un truc, et ça nous est tous arrivé, toi sûrement aussi. Une personne t'a dit quelque chose, ça t'a marqué, tu t'en souviens encore. Moi, j'appelle ça une pépite de la vie. Ouais. Mais la personne qui t'a livré cette pépite, elle a dit ça comme ça, et elle ne sait pas que toi, tu n'as jamais oublié ce que tu as dit, et que tu l'as mûri, que cette pépite, elle a germé, elle a grandi. Et donc, allez demander aux gens, qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire qui t'a marqué au point que tu t'en souviens encore aujourd'hui? Et bien là, j'ai eu des pépites qui sont ressorties. Ensuite, je leur ai dit, mais pour toi, si tu me compares à d'autres, je suis doué pour faire quoi? Et là, on retrouve le deuxième élément de l'ikigai. Et puis, troisième question, je leur ai dit, si tu avais besoin de moi, tu ferais appel à moi pour quelle expertise? C'est-à-dire que tu penses, quand tu as un besoin, tu vas penser à moi immédiatement pour quel type de besoin, quel type d'expertise. Et là, quand tu réunis tout ça, et bien finalement, j'ai fait la synthèse, j'ai regardé, et il y a un truc qui est ressorti très clairement, c'est toi, Laurent, tu es vraiment doué pour transmettre aux autres. Alors peut-être, j'espère que nos auditeurs que tu as la même idée, c'est que voilà, j'ai cette passion de dire ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, j'adore, donc ça c'est aussi ce que j'aime, mais je suis doué pour le faire. Donc le podcast, c'est la preuve. Tu vois, j'avais 1 an libre, et je me suis, emmerdé à faire des montages derrière ma table, etc. Pourquoi? Parce que j'étais animé par ce désir de transmettre. Et je l'ai fait bien, et tout le monde a dit, ton podcast, il est waouh, il est vraiment très bien. Et donc, vraiment, ce pourquoi je suis doué, je pense que globalement, c'est transmettre. Et quand je regarde ce qui m'a plu dans ma carrière, c'est d'avoir des équipes, c'est de manager, c'est de les faire grandir. Et c'est vrai que souvent, mes collègues m'ont reconnu en disant, toi, c'est vraiment bien parce qu'on sent avec toi qu'on apprend des choses et qu'on grandit. Et donc là, si tu veux, j'avais trouvé déjà mes 2 premiers cercles. Alors, pour trouver les 2 derniers, ça, il faut voir un petit peu sa carrière. Première carrière, je suis auditeur interne. On m'envoie dans le monde entier. Ça colle. Deuxième cercle, c'est transmettre. Et là, un auditeur interne, il est plus dans le contrôle que dans la transmission. Et là, tout d'un coup, je comprends pourquoi, quand j'approchais 1 an, 2 ans, après l'euphorie de voyager partout, bien sûr. Je sentais que c'était un job que je n'allais pas pouvoir faire toute ma vie. Pourquoi? Parce que ça ne cochait pas la case, ce pourquoi je suis doué, qui était la transmission. Donc j'étais payé, il y avait des besoins pour ma boîte, mais ça cochait pas. Ensuite, la phase de 22 ans, quand je pars en expatriation, je découvre le monde, je fais grandir les équipes, je réponds à un besoin... aussi, bien sûr. Pardon? Ta famille aussi. Donc je réponds à un besoin qui est le besoin de la société d'envoyer des gens autour du monde et de faire grandir des équipes, de faire grandir un business. L'objectif du business, ticket restaurant, c'était promouvoir l'alimentation équilibrée au travail. Bien sûr. C'est quelque chose qui rentre dans mes valeurs. Et donc, quelque part, tu vois que là, j'ai un alignement. Et pendant 22 ans, je pense pouvoir dire et affirmer que j'étais dans mon ikigai. Par contre, quand je rentre en France, là, les besoins du monde, c'est très clair. La RSE, il y a un grand besoin. La planète est en train de brûler, donc on me met responsable de la RSE pour l'ensemble du groupe. Le besoin, il est maximum, et je suis payé pour ça. En revanche, je me sens les 3. Je suis dans un bureau, je fais du project management, je fais de l'analyse, je fais des rapports. Et je ne suis plus du tout dans le voyage, la découverte, je ne suis plus dans la transmission de quelque chose. Et donc là, de nouveau, déséquilibre. D'accord.
Et donc, tu vois, c'est aussi une boussole vers où je veux aller, mais aussi c'est vraiment un outil qui te permet de faire le bilan. Et donc, avec ce que je viens d'expliquer comme exemple, et mon propre exemple, je pense que du coup, ça donne la matière aux gens qui veulent utiliser Ikigai, de dire voilà où j'en suis par rapport à mon Ikigai. Bien sûr. Et de toutes les manières, le résultat, on le sait parce qu'on le sent. Si on est aligné, moi pendant ces 22 ans, c'est du pur bonheur. Les Japonais le disent, tu peux continuer comme ça. Sauf qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent. Moi, je devais rentrer pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose qui change. Et s'il y a un des cercles qui est déséquilibré, tu perds l'équilibre et tu le ressens. Et moi, je l'ai ressenti tout de suite. Et donc, suite à cette année, est-ce que tu as repris ou alors tu t'es dit, écoute, j'ai appris trop de choses, là, il faut que j'arrête, Alors, non, on n'apprend jamais trop de choses, déjà. Et j'ai repris, oui, parce que, si tu veux, j'avais profité de cette année à fond, j'avais beaucoup réfléchi, rencontré des gens, et je savais ce que je ne voulais pas. C'est déjà une chose. Et j'avais les choses claires, c'est-à-dire je savais que je voulais poursuivre le reste de ma vie en étant dans mon Ikigai. D'accord. Et donc, mes premières discussions avec mon employeur, puisque mon poste, quand tu es absent 1 an pour un poste aussi important, bien sûr, il avait été remplacé. Évidemment. Ce qui est tout à fait normal. Et c'était pas un CDD, parce que à ces niveaux-là, quand tu es à ce niveau-là dans des entreprises, tu cherches pas des CDD. Donc, ils ont embauché quelqu'un. C'était clair avec mon boss, on en avait parlé, et je savais très bien que c'est un risque que je prenais. Il faut faire des choix, en même temps, il faut assumer ses choix. Donc, je suis revenu, il n'y avait pas forcément de job pour moi. Et donc, les premières discussions que j'ai eues, c'est OK, quelles sont les possibilités ? Et là, j'avais toujours en tête, si tu veux, l'ikigai. Donc, moi, j'ai dit, bon, voilà, mes conditions. Alors, on ne parle pas de conditions financières. De toute manière, les conditions financières, c'est les mêmes conditions elles sont bloquées, bien sûr. Elles sont bloquées. Mais c'est plutôt l'intérêt de l'employeur et le mien, c'est d'aligner les intérêts. Et moi, si je ne suis pas dans mon ikigai, je vais aller mal. Si je vais mal, ça ne va pas être bon pour l'employeur. Et on ne fait que repousser le problème. Donc, j'ai dit, je reviens et cherchons un job où je suis 100% dans mon ikigai. Et on n'a pas trouvé. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça. Et ça, c'est la vie. Parfois, voilà. Et c'est vrai que je suis devenu exigeant par rapport à ça. Et j'ai dit, je ne fais pas de compromis. Moi, je ne peux pas retourner bosser. Et ça, c'est un gros sujet, parce que quand tu es soutien de famille, quand tu as encore des enfants qui font des études supérieures, quand ma femme, elle m'a suivi en expatriation, donc j'étais le seul, si tu veux, à pouvoir ramener à la maison de l'argent. Et là, tout d'un coup, tu te dis, si je sors du monde corporate, tout ce que je perds. Évidemment. Surtout donc, après 22 ans, tu as eu le temps de construire ta prison dorée, et c'est extrêmement dur de t'en extraire. Là, tout d'un coup, c'est là où on se rend compte, si tu veux. Donc, le choix, clairement, peut-être que les auditeurs l'ont compris, mais j'ai décidé de devenir indépendant, donc de me lancer, parce que j'avais toujours eu cette envie. Et là encore, ça correspond à cet esprit de découverte, d'apprendre. Et j'ai vu tous ces entrepreneurs qui se lançaient. Et moi, j'ai eu envie de tester ça. C'était une nouvelle aventure, comme traverser l'Atlantique, où j'ai envie de vivre ça. Et là, du coup, j'avais cette liberté de vraiment me créer sur mesure mon job qui me permet d'être dans mon ikigai. D'accord. Donc, quel a été ce job ? Comment tu l'as structuré ? Ça a dû être un peu brouillon au début, de savoir comment tu pouvais apporter de la valeur. Qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Écoute, du coup, avec tout ce travail que j'avais fait sur l'ikigai, c'était assez simple. Donc moi, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de pouvoir bouger, etc., et de rencontrer des gens. Bien sûr. J'avais besoin de transmettre. Et ensuite, j'avais donc besoin de retrouver un besoin du monde. Parce que moi, chez Edenred, on a un besoin, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais là, aujourd'hui, quel est le besoin du monde où moi, j'ai une légitimité et je peux apporter de la valeur qui correspond à mes valeurs ? Et là, il y a autre chose qui est sorti dans cette fameuse enquête que j'ai faite auprès des 30 personnes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Laurent, toi, tu m'as marqué, parce que dans les sphères où tu étais, avec l'intensité de ta carrière, tu as toujours été quelqu'un qui a vraiment su avoir un équilibre de vie, famille, travail, prendre le temps de nous écouter, de nous faire grandir. Et donc, quelque part, tu es vraiment, en termes de gestion du temps, tu m'as marqué, et pour moi, tu es vraiment un exemple. D'accord. Et donc ça, quand je dis derrière ça, c'est quoi le besoin du monde ? Parce que quand tu entends, en fait, justement, tous ces cadres supérieurs, ces cadres dirigeants, qui sont sous pression, qui sont en surmenage, qui sont épuisés, fatigués, qui font des burn-out, dépression, parfois qui tombent malades, là, tu te dis, il y a un vrai besoin dans le monde. Il y a un besoin de pouvoir reprendre le contrôle de son temps, de pouvoir retrouver son équilibre. Et ça, tu parles à n'importe quel DRH, tu leur dis, je peux vous amener des choses, un service qui permet à vos équipes de pouvoir mieux travailler leur équilibre et de pouvoir être efficace sur la durée sans s'épuiser, ça forcément, ça intéresse les boîtes. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans la conférence, la formation, le coaching individuel pour les gens qui ont vraiment besoin
de sortir la tête de l'eau et de retrouver le contrôle de leur temps. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je propose. Donc, un des points marquants de ton Ikigai, c'est qu'en fait, peut-être que ça t'a convenu pendant une vingtaine d'années, tu pensais que tu aimais diriger, dans le sens amener les gens là où ils peuvent, et en fait tu t'es rendu compte que ta vraie valeur ajoutée, ce que tu aimes, c'est de raconter des histoires pour permettre à chacun de s'épanouir, de transmettre. Exactement, et ça c'est un point important, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui fait que tu aimes diriger. Ouais. Et par exemple, une des raisons c'est les gens aiment le pouvoir. Oui. Et moi, j'ai besoin de sentir que quelque part, je dirige, je suis le chef et je me nourris de ce pouvoir. Et en fait, moi, ça n'a jamais été mon truc. Ok. Et donc, vraiment, c'est ça. Et ça, j'ai découvert avec l'Ikigai, et c'est quand les gens aussi me l'ont dit, c'est que oui, finalement, moi, les meilleurs souvenirs de ma carrière professionnelle, c'est quand j'ai embauché un collaborateur, qu'il ait monté les échelons. À un moment, il prend une direction générale. J'en ai eu quelques-uns comme ça. Ouais. Et là, il vient avec toute la reconnaissance. Il dit, Laurent, vraiment, c'est grâce à toi que j'ai pu prendre ce poste-là. De la même manière que moi, j'ai une éternelle reconnaissance au fameux Jean-Marc dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment mon mentor. C'est vraiment lui qui m'a tiré, parce que tu as compris qu'à chaque fois, c'est lui qui me faisait monter. Bien sûr. J'avais rien à faire. Et en fait, il m'a inspiré, il m'a fait grandir. Et moi, je pense que c'était mon mentor professionnel et j'ai eu envie de lui ressembler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est ça. Et donc, finalement, mon leitmotiv, ma motivation, c'était pas d'avoir le pouvoir, mais c'était de faire grandir mes équipes. Et donc, si tu veux, effectivement, quand tu sors, tu n'as plus d'équipe. J'ai plus d'équipe, je suis solopreneur. Bien sûr. Mais quelque part, je nourris en fait ce plaisir et ce que j'aime par justement ce par quoi je suis doué, qui est de transmettre avant de diriger. Donc, à travers cette nouvelle expérience, tu as dû voir des profils bien différents, mais qui se ressemblent. Un des points marquants de ton parcours, c'est que peu importe la période, tu as toujours essayé d'être aligné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre ce que tu ressens et qui tu es à l'extérieur. Est-ce que tu penses que ce manque d'alignement, parfois, dans un monde qui peut être très froid, le monde de l'entreprise, est l'une des raisons principales du mal-être ? Alors, là où je réfléchis, je prends du temps, c'est est-ce que c'est une des raisons principales que c'est une raison, c'est sûr. Est-ce que c'est la raison principale? Je ne sais pas. Moi, quand tu regardes ce que c'est quand tu es en entreprise, quand tu as un travail en entreprise, c'est quoi? C'est tu as une personne et tu as une fonction. Je compare ça souvent, quand je veux expliquer ça, c'est comme avoir un costard. C'est-à-dire que qui tu es, c'est toi tout nu devant la glace. Ok. Quand tu es dans une entreprise, tu as un costume. Parce que tu représentes quelque chose. Et en fait, la question, c'est est-ce que je suis bien dans mon costume? Et effectivement, si tu n'es pas bien dans ton costume, c'est-à-dire imagine que ton costume, il te serre là où ça ne va pas, etc., il te fait mal, et que toi, tu ne veux pas montrer que tu n'es pas bien dans ton costume, tu vas dépenser de l'énergie pour pouvoir compenser le fait que tu n'es pas dans ton costume. Et toute cette énergie que tu vas brûler, en fait, tu vas pas la mettre au service de ce pourquoi tu es payé ou de ce que tu peux apporter comme valeur, mais tu vas la mettre au service de faire paraître que tu es à l'aise dans ton costume. Et ça, c'est une source, je pense, vraiment de mal-être qui peut se transformer ensuite en maladie. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que il faut changer de costume jusqu'à ce que le costume soit à ton aise. Et quand tu es bien dans ton costume, toute l'énergie que tu vas mettre, tu vas la mettre pour transmettre. Et finalement, quand on dit diriger, c'est quoi? Diriger, on en a parlé tout à l'heure, c'est avoir le pouvoir. Mais pas le pouvoir dans le sens, je suis tous votre chef, vous allez faire ce que je dis. C'est le pouvoir, c'est en anglais, c'est power, énergie. Et en fait, pour moi, un dirigeant, un leader, c'est un transmetteur d'énergie. Imagine, moi, je suis une pile électrique. Okay. Je suis chargé à bloc. J'arrive devant mes équipes il y a 100 personnes dans mon équipe. Et par le discours que je vais leur faire, le discours c'est quoi? C'est je vais tout simplement leur transmettre de l'énergie. Ok. Et donc cette énergie que je vais transmettre, ça va faire monter ta pile, ça va faire monter 100 piles. Et du coup, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été un démultiplicateur d'énergie, c'est-à-dire que mon énergie x 1, je l'ai transformée en énergie x 100. D'accord. Et là, tout le monde part en disant « ouais, etc. » Ça, c'est un vrai leader. Et ça, tu peux le faire uniquement si tu es bien dans ton costard. Parce que cette énergie, si tu la mets au service de faire semblant ou de corriger ce qui ne va pas en toi, toute cette énergie, tu ne la mets pas au service des autres. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que... Alors, c'est une réponse longue pour une question courte, mais oui, c'est un mal-être. Oui, c'est un mal-être. Je ne sais pas si c'est le principal mal-être, parce que je pense que
l'incapacité de prendre le contrôle de son temps, ça, c'est un vrai mal-être. C'est-à-dire que quelque part, tu te fais bouffer par le système, tu es dans la roue du hamster. Ouais. Okay, et à un moment donné, tu prends sur ton temps perso, tu prends sur ton temps sommeil, et c'est un cercle vicieux, et c'est ça qui amène à l'épuisement, et au burn-out, à la maladie. Donc, et là, je parle d'autre chose, tu vois, et c'est pour ça que je suis allé dans ce premier besoin du monde, parce que je pense que celui-là, si on reprend le contrôle, qu'on se dit, ok, je suis capable de courir un marathon au rythme d'un marathon, et pas un marathon au rythme du sprint. Si tu essaies de courir un marathon au rythme du sprint, tu te crames. C'est pas possible. Ouais. Okay, donc, quels que soient tes habits, etc. Donc, c'est déjà mets-toi au bon rythme. Et quand tu es prêt à courir le marathon, ensuite, tu vas effectivement essayer d'optimiser, d'avoir le bon costard et de transmettre cette énergie, etc. etc. Tout ce travail autour du temps, toute cette réalisation autour du temps, elle est quand même, encore plus avec l'écho de ta propre expérience, amenée par la réalisation de la finitude. Le fait que ce fameux temps est fini, qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut dans le temps réduit. Donc, ton métier est d'essayer d'aligner, comme tu le disais tout à l'heure, la personne au rôle. Est-ce que parfois, dans les différentes conférences ou dans les différents ateliers que tu peux réaliser, tu rencontres des situations où il y a tout simplement incompatibilité ? Incompatibilité entre quoi et quoi ? Entre ce que l'entreprise espère de l'être de la personne et ce que la personne aspire à être à travers ce rôle. Alors oui, ça, et je le vois même parmi les collègues dans ma carrière, j'ai vu ça. Les choses dont je peux parler, qui sont... en tout cas, maintenant que j'interviens sur le temps, les gens viennent plutôt en fin de conférence me poser des questions justement par rapport au temps. Ouais. Et en fait, souvent, les gens viennent me voir en disant... en fait, le problème, c'est que je travaille et donc je veux bien faire. Et donc, on me donne du travail et donc ça me prend plus de temps. Alors, il y a une étude Gartner, décembre 2022, qui dit qu'en moyenne, les cadres et les dirigeants estiment qu'ils ont 51% de surcharge de travail. C'est-à-dire, par rapport au temps qui est alloué pour le travail, ils ont 51% de choses en plus à faire. Ouais. Et donc, les personnes qui viennent me voir après me disent, mais comment je fais ? Parce que si je refuse, en fait, c'est mauvais pour ma carrière. Alors, c'est surtout des jeunes qui me disent ça. Et donc, je suis obligé d'accepter. Je dis, OK, t'acceptes. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Ça veut dire que je ramène du travail à la maison, je reste tard, ou je ramène même du travail à la maison. Ouais. OK, très bien. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, le travail, je le fais. Donc, mon boss, il m'en donne encore plus parce que je pense que je travaille bien. Mon boss m'en donne encore plus. Je dis, OK, et alors, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, du coup, le problème, c'est que je travaille tard le soir. Et maintenant, ça commence à entamer mes nuits. Je dis, OK, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Mon boss m'en donne encore et encore. Je dis, OK, très bien. Et alors, tu vas aller comme ça jusqu'où ? Et là, il y a un grand blanc. Ouais. Je dis, non, mais jusqu'où tu vas aller ? C'est quoi la limite ? Et les personnes disent, je sais pas. Je dis, si, il existe une limite. C'est quoi la limite ? C'est le temps. C'est 24 heures. Ouais. Qui que tu sois, tu ne pourras jamais dépasser 24 heures. Et donc, je dis, OK, tu veux aller jusqu'où comme ça ? 24 heures, c'est la limite infranchissable. Parce que c'est la définition du temps, il est fini. Et donc, tu vas aller jusqu'où ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand tu t'approches de cette... Donc, tu ne pourras jamais franchir, mais tu peux t'en approcher. Quand tu t'en approches, c'est là où tu génères de la fatigue, de l'épuisement, du burn-out, des maladies, de la dépression, etc. Donc, à partir du moment où tu sais qu'il y a une limite que tu ne pourras pas franchir, et tu sais que te rapprocher de cette limite te met à risque, et si ce n'est pas toi qui te mets tes propres limites, de toutes les manières, c'est la nature qui va te rappeler. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est réfléchissez bien, fixez-vous vos propres limites, et dans ce cas... essayez de mettre ces limites qui soient avant la barrière naturelle qui va vous rappeler à l'ordre et où ça va mal se terminer. Et donc, quand aujourd'hui les gens me disent « je ne peux pas dire non », je dis « oui, tu peux dire non ». La preuve, imagine que tu es père ou mère de famille, tu dois faire un travail, tu es appelé parce que quelque part ton enfant est à l'hôpital, a été admis d'urgence à l'hôpital, tu n'hésites pas une seconde. Tu y vas tout de suite, tu dis non, je fais pas ça, je vais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ta tête, tu as hiérarchisé l'importance. Le temps, je l'ai. OK, tu as 24 heures par jour. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Et donc, quand tu dis oui à un travail supplémentaire, alors que c'est la 11e ou 12e heure de travail de ta journée, tu dis non à quoi ? Tu dis non à des choses personnelles qui est peut-être du sommeil. Mais c'est là où, en fait, il y a un mauvais arbitrage. C'est qu'à un moment donné, ta santé, le sommeil, est plus important que cette 12e heure de travail qu'on va te demander de faire. Parce que si toi, tu perds ta santé, et que tu perds ta vie, en fait, tu perds tout. Et donc, à un moment donné, je pense que le problème, et c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on n'a pas les bonnes priorités en tête. Bien sûr. Il faut faire et ça, c'est ce que je fais quand je fais en coaching, c'est quelque part, je liste toutes les tâches que tu fais dans une journée
par ordre de priorité, d'importance, par ordre de satisfaction, etc., etc. Et je fais prendre conscience aux gens en disant, mais tu mets quoi avant quoi ? Et si tu mets le sommeil en tout dernier, bah là, tu te dis, c'est ton fameux marathon au rythme du sprint. Tu claques. Et donc, tout le reste va s'effondrer. Donc, à un moment donné, c'est une pyramide. C'est-à-dire, il y a des choses fondamentales qui sont importantes. Et ces choses-là, il faut les mettre en premier. Il faut leur accorder du temps en premier. Et il faut sacraliser ce temps. C'est-à-dire, ça, on n'y touche pas. Et en fait, là, ce qui est marquant à travers tout ce que tu dis, c'est que ce qui anime beaucoup de gens face à en fait, cette course qu'ils n'arrivent pas à gagner, c'est quand même la peur de la hiérarchie, ou du moins la peur du regard des autres. Et c'est ça qui entraîne ce cercle vicieux et cette soumission au temps. Oui, et ça, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Je donne aussi des formations là-dessus. Ouais. L'assertivité, c'est arriver à atteindre son objectif en cramant le minimum de ressources et en préservant la relation à l'autre. Donc la question, c'est quand j'ai un chef qui me demande et que moi, en fait, mon objectif, c'est de dire non. C'est comment je vais arriver à dire non de manière assertive, c'est-à-dire je vais arriver à dire non sans que ça prenne des plombes et sans que ça me coûte toute l'énergie, etc. Mais en même temps, en gardant la relation à l'autre. Et donc, la manière de le dire. Et ça, moi, j'adore cette formation que je donne. C'est celle que je préfère, avec la gestion du temps, bien sûr. Parce qu'en fait, quand on est manager, notre outil principal, c'est quoi ? C'est le langage. D'accord. Okay, un peu les doigts, quand tu réfléchis, le clavier, etc. Mais ce qui fait la force d'un manager, c'est la parole, c'est le verbe. Et en fait, on n'a jamais appris à parler. Quand tu réfléchis. Et quand tu vois le nombre de situations en entreprise où il faut que je lui dise ça, mais j'ose pas, où tu vois, où je dois dire non, ou alors je dois donner quelque chose mais je suis inconfortable parce que ça va pas lui plaire, j'ai peur de sa réaction, etc. Et en fait, tu ne sais pas dire. Et donc, l'assertivité, c'est j'ai quelque chose à dire à mon collaborateur, à mon chef. Comment je le dis en un minimum de temps, parce qu'on va pas y passer non plus 10 heures, tourner autour du truc parce que ça brûle de l'énergie. Donc, comment je vais le dire le plus rapidement possible, en cramant le moins d'énergie possible, tout en préservant la relation à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, tu as raison. Dans les entreprises, c'est pas assez travaillé parce qu'il n'y a pas de formation dans les écoles de commerce là-dessus. Et donc, les gens apprennent sur le tas. Alors, heureusement, il y a des formations. Et quand on maîtrise ces outils-là, ça va beaucoup mieux. Aussi, par rapport au temps, il y a quand même depuis maintenant, disons, 5-6 années, un outil qui rebat totalement les cartes. C'est l'intelligence artificielle, générative particulièrement, qui change le rapport au temps, notamment pour les cadres, puisqu'ils peuvent faire beaucoup plus en moins de temps, mais ce n'est pas pour ça que leur charge de travail diminue. Comment, d'après toi, tu peux utiliser cet outil pour sortir de cette servitude du temps et en gardant cette productivité? En fait, l'outil n'a aucun lien avec ça. C'est-à-dire que quelque part, comme tu l'as très bien dit, l'IA arrive, il y a plein de trucs que je faisais que je peux donner à l'IA. La nature a horreur du vide et donc tout de suite, ça va se remplir avec de nouvelles choses. Donc la question, c'est pas qu'est-ce que tu fais, la question, c'est le temps que tu donnes pour faire ces choses-là. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où tu as sacralisé ces moments qui sont importants pour toi, la famille, les enfants, le sommeil, les activités sportives, les activités sociales, et que ça, tu sais que tu en as besoin pour ton équilibre, et bien dans ce cas, tout le temps qui va être resté, qui est prévu pour le travail, tu vas y mettre et bien sûr, tu vas essayer d'être le plus possible productif. Et l'IA, c'est super, parce que dans ce temps-là, tu vas pouvoir faire plus de choses. Mais si tu penses que c'est l'IA qui, tout d'un coup, va rendre ta vie équilibrée, tu te plantes, mais complètement. Ok. Et donc, moi, personnellement, l'IA, ce que je dis souvent, c'est heureusement qu'elle est arrivée dans ma vie d'entrepreneur, parce que moi, j'ai une équipe d'agents IA. C'est-à-dire que, bien sûr, tout seul, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, alors je l'aurais fait, mais ça m'aurait pris peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Et moi, j'ai une équipe d'agents IA, et je les fais bosser, et ils bossent mieux que moi. Donc il faut. Et là encore, je pense que d'avoir été manager, c'est utile, bien sûr. Parce que finalement, on dit que la qualité de ce que c'est shit in, shit out. C'est-à-dire que ton IA, si tu lui poses les mauvaises questions de la mauvaise manière, il va te sortir de la. Ok. Donc, je pense que d'avoir été manager, tu as l'habitude, si tu veux, de briefer des gens pour leur dire, moi, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je le veux. Et l'IA est super doué, super structuré. Tu lui dis ce que tu veux. C'est l'employé modèle. Voilà. C'est là. Enfin, alors après, on dit intelligence, mais il n'a pas d'intelligence émotionnelle. Il a pas. Donc, il faut comprendre un petit peu. C'est un employé spécial, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, il faut s'adapter. Tu manages pas une IA comme tu manages un humain. Par contre, quand tu as managé un humain et que tu comprends, que tu as eu cette expérience et que tu comprends comment fonctionne une IA, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'elle ne comprend pas, comment elle le fait, et ben là, tu arrives à tirer le meilleur de l'IA. Et moi, il y a plein de trucs que je fais grâce à l'IA. Et donc ça, effectivement, ça me permet de faire
plus vite, et plus mieux. de choses, voilà. Et donc, comment tu l'utilises, toi, par exemple, au quotidien? Tu m'as parlé d'une armée d'agents. Ouais. Comment tu l'as démultiplié? J'en ai qui sont spécialisés dans la finance, j'en ai qui sont spécialisés dans le juridique, j'en ai un qui est spécialisé. Ensuite, pour mes conférences, toutes mes conférences, moi, je les structure dans ma tête, j'ai des idées. Ouais. Ensuite, je fais des scripts. Les scripts, souvent, je les dicte comme ça. Ensuite, je soumets à l'IA et je lui donner des règles sur voilà comment moi je veux que ma conférence soit. Donc, je suis allé chercher les meilleurs conférenciers avec les techniques de conférence, etc. Je dis voilà, donc t'es un coach en conférence. Maintenant, moi, je veux dire ça, ce sont mes idées. Voilà mon script. Et mon script, il est à retravailler. Et donc là, il me fait des propositions. Et en fait, on fait du ping-pong jusqu'à ce que j'arrive au script. À ce que tu veux, le script parfait. Je lui soumets des idées. Je lui dis, on fait un ping-pong d'idées. Donc, je fais des brainstorms. Ensuite, quand je veux créer des visuels, je fais même des petits films, je fais des photos, tout ça je les soumets, je fais ça avec Banana Pro, Gemini, j'en ai plusieurs, et donc je sais quels sont les meilleurs dans quel cas, et donc en fait selon ce que j'ai à faire, je m'adresse à tel agent, organisé par projet. Bien sûr. Et en fait, donc ça je crois que je t'ai donné à peu près tous les... Oui, après, pour mes mails, donc quand j'ai des messages, si tu veux, il sait comment je réagis, donc je lui donne un message et je lui dis voilà, c'est ça que je veux répondre, c'est ça que je veux répondre. Le mail est prêt tout de suite. Tout ça, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, puisque j'ai compris que c'est plutôt des jeunes, ils savent faire. Ouais. Donc je sais pas si ça apporte beaucoup ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est pour savoir comment tu structures la chose, parce que finalement, là, tu travailles à ton compte, certes, tu es seul, mais tu t'es entouré d'une équipe virtuelle qui fait tes tâches. Donc, c'est intéressant de voir comment, en tant qu'ancien dirigeant, tu as garder ces qualités de dirigeant pour gérer ton activité seul. Ouais. Et ça, je pense que c'est une de mes qualités. Parce que le problème quand on est dirigeant, qu'on monte très haut dans la hiérarchie, c'est que justement, on a une armée de gens et en fait, on est un peu un chef d'orchestre. Ouais. Et le problème du chef d'orchestre, potentiellement, il peut se couper de la musique. Ouais. Et quand tu es trop longtemps, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais dirigeant, alors je dis pas que c'est confortable, parce que c'est beaucoup de responsabilité, beaucoup de stress, mais quelque part, tu donnes à des gens très talentueux la responsabilité de t'apporter des idées, de faire des decks. Toi, tu arrives, tu reçois un PowerPoint, tu mets des traits rouges, tu leur dis ça oui, ça non, ça tu le refais comme ça, etc. On te propose des plans, tu les valides, tu poses des questions, et donc les questions génèrent des changements. Donc ça, c'est un mode de travail, mais tu n'es plus dans le « je fais ». Et là, quand tu es solopreneur, et ça c'est un truc aussi que j'ai découvert en discutant, si tu veux, avec les différentes personnes que j'ai rencontrées pendant mon podcast, c'est qu'en fait là, tout d'un coup, tu n'as plus d'équipe et donc tu te retrouves à faire les choses. Et moi, heureusement, j'ai toujours eu ce plaisir de faire les choses. Et là, j'ai même pris goût, si tu veux, le podcast, c'était... Enfin, je crée quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que... Avec tes mains. Avec mes mains, avec mes doigts. Mais le plaisir, tu sais, c'est l'effet Ikea. Le plaisir de dire, même si tu as monté le meuble de Traviole et qu'il est moins beau que si tu l'avais acheté dans le commerce, c'est toi qui l'as fait. Et là, pareil. Donc là, tu arrives et tu dis, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, quelque part, si tu veux, ce plaisir de créer, heureusement, moi, j'ai toujours eu cette envie-là. Et donc, ça a été peut-être plus facile pour moi par rapport à quelqu'un qui n'a pas du tout ce goût de créer, de passer du corporate à l'entrepreneuriat, en solo. Est-ce que tu t'es senti seul? Quand? Dans cette nouvelle aventure? Parce qu'on se sent seul aussi quand on est dirigeant. Et ça, la solitude du dirigeant, c'est quelque chose aussi... ça, il y a des moyens de compenser. Et moi, je l'ai fait, par exemple, avec des clubs de dirigeants qui s'appellent l'APM, où vraiment tu rencontres des pairs et tu peux échanger avec eux, ce que tu ne peux pas faire avec tes équipes, avec ta famille, etc. Donc ça, la solitude du dirigeant existe. C'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai posé la question quand. En tant que solopreneur, oui, forcément. Parce que tu es seul. Une IA ne remplace pas de l'humain. Et donc, je continue à faire un podcast qui s'appelle Faites entrer l'expert, où là, le concept, c'est plus d'aller rencontrer des gens qui ont une expertise, toujours dans l'optique, moi, d'apprendre et de partager avec les cadres dirigeants, parce que ma cible, c'est toujours mes auditeurs, mon public audience publique, c'est mon audience cible, pardon. C'est toujours les managers, les dirigeants, parce que c'est là où je pense que je peux apporter de la valeur. Bien sûr. Et donc, donc je suis moins seul en faisant justement ces rencontres au travers de mon nouveau travail. Et puis après, j'ai beaucoup plus de temps aussi pour la famille, les amis, et ça, j'en passe beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression d'avoir une dette, donc je compense. Super. Et écoute, pour conclure, avec Thomas, malheureusement, qui est pas là aujourd'hui, on a une question qu'on aime bien poser. Oui. Si tu te voyais à 20 ans, donc à l'aube de toutes ces aventures, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Juste, je dirais, aie confiance. C'est-à-dire que plein de fois, quand je vois, et j'ai eu là, je raconte l'histoire, elle a l'air belle, mais
mais on n'en a pas parlé, ça pourrait faire l'objet peut-être d'une deuxième, mais c'est tous les moments en fait où j'ai douté. Ouais. Et ça, j'ai des anecdotes et vraiment, parfois j'ai même failli abandonner. D'accord. Par exemple, quand j'étais au Venezuela, le démarrage a été très dur et je pourrais faire quasiment un podcast rien qu'avec ça. Et j'ai même dit à mon boss, écoute, je pense que le casting n'a pas été bon, il faut que je rentre, il faut que j'arrête, tu me mets ailleurs, ça ne marchera pas. Et en fait, j'ai eu ces moments de doute. Et c'est vrai que si je me voyais, je me disais, allez Laurent, n'aie pas peur, doute pas, vas-y, fonce, ça va marcher, etc. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si c'est lié à ma personnalité, mais parfois on peut. Alors c'est facile de dire après l'histoire, comme ça c'est bien passé, je dis doute pas, vas-y, fonce. Mais quelque part, oui, je pense que pouvoir me dire à moi-même, fais-toi confiance, vas-y, fonce, je serais peut-être encore allé. Alors, je souhaite même pas être allé plus vite ou plus haut, non, parce que moi j'ai juste eu pour moi j'ai eu la bonne vie, donc aie confiance dans ce qui va t'arriver est bon pour toi, donc vas-y. Est-ce que tu dirais que tu es heureux? Moi oui, aujourd'hui, oui, je le suis. Je sais pas si ça se voit, ça se sent, mais oui. Alors je suis toujours, encore une fois, il y a toujours deux faces à la même pièce, et je garde quand même des anxiétés sur, quand même, je veux dire, par rapport à la sécurité, justement, tout ce que j'ai perdu en quittant le monde corporate, ça crée de nouvelles inquiétudes, de nouvelles angoisses. Bien sûr, toujours plus verte ailleurs. Bien sûr, j'en ai. Mais si tu veux, pour savoir si je suis heureux, il suffit de dire, est-ce que je ferais différemment? Et ça, moi, vraiment, c'est quelque chose qui me motive dans la vie. C'est, je ne veux pas avoir à regretter. Et si tu te rappelles, c'est la question que j'avais sur mon lit de mort. Qu'est-ce que j'aurais à regretter si ma vie venait à s'arrêter maintenant? Bien sûr. Et à la fin de mon congé sabbatique, je me suis donné cette année en me disant, il faut qu'à la fin de cette année, tu puisses te dire, je peux mourir tranquille. C'est un peu bizarre de dire ça parce que j'avais 54 ans. Mais quelque part, c'est de dire, voilà, je ne veux pas regretter. Et donc, aller voir suffisamment les gens que tu aimes, tes parents, la famille, etc., faire tout ce que tu avais à faire, dire, OK, maintenant, je peux mourir en paix. Et si je meurs maintenant, me dire, OK, je regrette rien. Et finalement, je conserve ça à chaque fois. Et quand j'ai des tâches à choisir, par exemple, je peux choisir de faire un truc professionnel ou de faire un voyage avec ma femme, ou je vais dire, OK, là, sur mon lit de mort, qu'est-ce que je me dis que j'aurais dû choisir? Et dans ce cas, je choisis ça. Merci beaucoup, Laurent. Voilà. Super conclusion. En tout cas, c'était un échange très instructif puisqu'on a pu voir les différents parcours que tu as eu à travers ta vie, les différentes remises en question qui parlent beaucoup, même aux plus jeunes. Donc, on te remercie pour tout et on espère te revoir bientôt. Avec grand plaisir. Pour parler du Venezuela. Merci, Oscar.